Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue ici au CIPCA. C'est une émission spéciale de Smart Impact que je vous propose depuis ce salon de l'immobilier bas carbone au Grand Palais éphémère à Paris. C'est la deuxième édition. Pendant 30 minutes, on vous emmène à la découverte de celles et ceux qui innovent pour rendre le bâtiment plus durable. Avec mes invités, on va détailler les enjeux de ce salon, découvrir les solutions. Il y en a beaucoup, ces solutions qui existent déjà, et voir comment rendre nos villes à la fois frugales et désirables. Bienvenue au CIPCA. J'accueille tout de suite mes premiers invités. Feriel de Riche, bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue chez vous en quelque sorte, puisque vous êtes la directrice de ce salon, la directrice du CIPCA. J'accueille également Stanislas Potier. Bonjour et bienvenue. Vous êtes le président de l'association BBCA pour le développement du bâtiment bas carbone, à l'origine de la création de ce salon. Tiens, je démarre avec vous. Je le disais dans les titres, c'est la deuxième édition. Pourquoi vous l'avez créé? C'était quoi l'idée de départ? Accélérer le mouvement? Oui, alors en fait, BBCA, l'association, a été créée en 2015 et c'était déjà une initiative du secteur, des acteurs particulièrement engagés dans la décarbonation, mais qui ne se sentaient pas valorisés dans ce qu'ils faisaient, ni par la réglementation, ni par les labels, etc. Donc ils se sont dit, on va s'organiser nous-mêmes et on va promouvoir ce qu'on fait, les bonnes pratiques en matière de diminution de l'empreinte carbone. Alors ça a progressé, ça a prospéré. Et chaque année, on a commencé à célébrer les meilleures opérations avec les trophées BBCA. Et puis est arrivé un moment où on s'est dit mais il faut quand même aller plus loin, ça commence à s'installer. Le sujet est absolument clé, central pour tout le secteur. Et on a aussi besoin de ménager un espace de rencontre entre tous les acteurs de la chaîne de valeur, c'est-à-dire les fabricants de matériel, les constructeurs, les architectes, les bureaux d'études, etc., pour qu'ils se rencontrent et qu'il y ait une alchimie qui se passe. Donc on a lancé ça l'année dernière, effectivement, avec un partenaire spécialiste de salon, et ça a tellement bien marché que maintenant on a décidé que ce sera annuel. Bon, parfait, très bonne nouvelle. Feriel de Riche, on vous avait reçu dans Smart Impact, pourquoi? Pour annoncer la création du salon. Il a bien grandi. Présentez-nous, posez-nous le décor en quelque sorte de cette deuxième édition. Il a bien grandi et c'est vrai que vous étiez à nos côtés dès l'annonce du lancement du CIPCA. Vous posez le décor, 150 exposants, il grandit en effet. On a plus d'exposants que l'an dernier, beaucoup plus de solutions, des territoires aussi, des élus, des investisseurs, toute la chaîne de l'immobilier, de la construction, de la co-construction de la ville et du territoire décarboné est vraiment bien représentée cette année sur le salon, ce qui montre que tous les acteurs avancent vraiment ensemble. Est-ce que vous voulez, j'allais dire sélectionner, le mot est peut-être un peu fort, c'est sélectionner, mais c'est un engagement que le fait de participer à un salon comme celui-là? Alors, c'est un véritable engagement de participer à un salon comme celui-là. On y candidate. Et quand on y candidate, c'est qu'on prend bien conscience du fait qu'on est un acteur vraiment déjà dans l'engagement, en effet. Avec des solutions concrètes. Avec des solutions concrètes, qu'il s'agisse, en effet, si on prend à l'échelle d'une solution technique, d'une solution énergétique ou autre, c'est qu'elle a déjà fait ses preuves concrètement, qu'on la présente ici au travers d'une réalisation bas carbone. Quand on est promoteur ou constructeur, on vient présenter une réalisation à l'échelle d'un bâtiment, d'un écoquartier aussi qu'on a créé, et on passe un comité de sélection. C'est ce qui fait le succès du CIPCA, c'est qu'on n'a pas de greenwashing ici. On vérifie vraiment tous les dossiers, tous ces acteurs, leur engagement concret. Avec une volonté cette année de partager les solutions avec vos partenaires européens, c'est un peu l'idée ou la thématique, si j'ose dire? Oui, si vous le dites, c'est que vous l'avez peut-être déjà remarqué sur le salon. On a d'ailleurs juste en face de votre plateau des solutions américaines qui sont ici présentes, mais qui sont déjà assez développées en France. On a des solutions suisses, belges, et on a une forte volonté aussi sur les années prochaines, en tout cas sur les prochaines éditions, d'avoir une représentation de solutions vraiment mondiales qui souhaitent accompagner les acteurs français dans cette transition et cette transformation. Stanislas Potier, ça représente quoi? 10% du secteur du bâtiment, le bâtiment durable aujourd'hui? Je n'en ai aucune idée.
Pourquoi c'est intéressant ça? Parce que c'est difficile de l'évaluer, non, parce de que le je pense que c'est quantifier. difficile de... Il y a des acteurs majeurs qui sont engagés sur une partie de leur production. Oui. Certains ont pris des engagements chiffrés d'ailleurs. Par exemple, Dexity s'est engagé au moins 20%, etc. Bas carbone. D'autres sont 100% bas carbone. Vous en avez ici bien sûr, Bien sûr. WO2, UDA, etc. Et donc vous avez des fabricants de matériel aussi spécialisés. Vous avez des fabricants de matériel extrêmement œcuménique qui fabrique tout un tas de produits. Donc c'est difficile d'avoir un chiffre comme ça moyen. Je voudrais insister sur le point quand même que vous venez d'évoquer sur la sélection, parce que c'est très rare dans un salon professionnel. Et le résultat, c'est que quand on est ici, on se sent bien. C'est-à-dire que le voisin, il n'y a pas de greenwashing, c'est une vraie solution, et on le sent dans l'atmosphère du salon. Il y a beaucoup de partenariats qui sont conclus sur le salon. Et l'international, vous aurez là, alors je me souviens plus si c'est aujourd'hui, demain, il y en a eu un peu hier, vous avez des architectes du monde entier, vous avez une ville suédoise qui présente ce qu'elle fait, qui est absolument remarquable, qui est clairement identifiée comme ayant une politique de décarbonation tous azimuts sur ce qu'elle fait. Et la Commission européenne, nous on lance BBCA, une initiative européenne qui permet aux acteurs qui sont actifs sur différents marché immobilier de l'Europe d'avoir un référentiel un peu tout terrain qui marche partout. Donc il y a une vraie expansion à l'international et à l'Europe. Parce que vous aviez lancé un label, je crois que c'était en 2016, premier label de mesure de l'empreinte carbone d'un bâtiment. C'est intéressant parce que sur tout son cycle de vie. Oui. L'idée, c'est de le faire grandir, ce label aussi. On est monomaniaque, donc on regarde une seule chose, c'est le carbone. On ne dit pas que c'est pas important de regarder la biodiversité. Bien sûr. On en parlera d'ailleurs ce soir avec des partenaires. Mais on trouvait que c'était important de mesurer très bien le carbone, qui est absolument un enjeu central, lutte contre le changement climatique, et de le mesurer de façon totale pour le coup. Donc sur l'ensemble du cycle de vie du bâtiment, depuis les matériaux de construction, exploitation, rénovation lourde, fin de vie. Et donc la façon de fonctionner de l'association, c'est de voir comment on compte le carbone, comment on peut le diminuer, et de produire des référentiels et des labels. Et donc on a un label sur le neuf, un label sur la rénovation lourde, un label sur l'exploitation, comment au fil de l'eau je peux améliorer la performance carbone de mon bâtiment sans le rénover de façon lourde. Certains labels spécialisés, commerce, logistique, etc., hôtel. Maintenant une extension européenne et surtout très très intéressant aussi parce que c'est ça qui nous permet d'avoir les collectivités locales, label sur le quartier. C'est quoi un quartier bas carbone? Là, on ne parle pas d'éco-quartier, une notion un peu vague, etc. On est sur le quartier bas carbone. On a des métriques, on quantifie les résultats. Voilà. Et vous allez avoir ici sur le salon des premiers résultats de bêta-testeurs, si je puis dire, de quartier bas carbone. Et ce label Ferial de Riche, il sert de socle aux trophées qui seront remis ici au CIPCA? Tout à fait. Les trophées BBC, alors là c'est Stanislas qui à la fois organise, sélectionne, puisque c'est au travers de l'association BBCA et Bâtiments Bas Carbone. C'est vrai que c'est un événement qu'on accueille ici sur le CIPCA. La remise des trophées, un événement très très attendu. Est-ce que c'est forcément un salon de l'innovation quand on est un salon bas carbone? C'est-à-dire que c'est ce qui est principalement mis en avant? On ne se veut pas être un salon de l'innovation, mais il y a forcément des innovations. Quand on dit innovation, c'est nouveau, c'est découvrir. L'idée de ce salon, même si Stanislas vous en a donné la genèse tout à l'heure, c'est d'accompagner aussi, certes on sélectionne les acteurs qui sont présents sur le salon, mais c'est aussi d'accompagner celles et ceux qui sont dans cette transition et qui ont besoin de solutions. En ce sens, ils vont trouver de nouvelles choses, des innovations. Pour eux, c'est nouveau. Voilà, ils vont pouvoir intégrer ces solutions à leur démarche et à leur réflexion. On n'est pas un énième salon de la French Tech, donc il y a de l'innovation, comme vient de le dire Ferial. Il y a parfois aussi de la low-tech, on redécouvre des matériaux, des façons de faire qui peuvent être parfois antiques. En revanche, là où c'est nouveau, c'est qu'on s'inscrit dans une véritable révolution industrielle. Et il faut quand même changer la façon de produire, les produits, la façon d'habiter, de travailler dans un lieu, donc les habitudes de consommation. Et tout ça, ce sont des changements fondamentaux pour les business models de nos exposants. Donc on est à la fois sur vraiment quelque chose de très neuf, mais pas forcément de la new tech. Oui, j'ai bien compris. Avec ces chiffres, le secrétariat général à la programmation écologique qui affiche pour votre secteur des objectifs hyper ambitieux, émissions de gaz à effet de serre du bâtiment, ramenées de 64 millions de tonnes de CO2 en 2022 à 30 millions de tonnes en 2030.
Est-ce que c'est tenable? C'est formidable. Il n'y a pas de choix, quoi. BBCA se donne pour objectif de diminuer par 2 le plus vite possible l'empreinte carbone des bâtiments. Donc voilà, on y est. Après, mais pour tenir ce défi, les leviers les plus importants à activer pour vous, c'est quoi? C'est la formation, c'est... il y a des enjeux de formation, absolument. Parce que utiliser des nouveaux matériaux qu'on n'avait pas l'habitude d'utiliser, il faut former les gens pour ça. Il y a un enjeu de structuration de la chaîne de valeur et d'approvisionnement. Aujourd'hui, vous avez des tensions sur les prix, parfois, où on dit, ce qui est vrai, que les matériaux biosourcés, notamment, peuvent être un peu plus chers que les matériaux classiques. Mais ça, c'est parce que la filière amont, c'est pas encore suffisamment organisée pour produire en quantité. Et en même temps, c'est intéressant parce que ça vous montre que l'économique va vite et qu'en aval, il y a une vraie demande et l'amont doit se mobiliser pour fournir cette demande. Donc, il y a vraiment des enjeux, effectivement, de formation et de généralisation, d'industrialisation des process. Un dernier mot. Là, je vais aller me balader je n'ai pas encore eu le temps, dans les allées. Je vais être surpris. Vous allez être surpris, oui, je pense, parce que vraiment toute la chaîne immobilière est représentée. On a, voilà, à toute échelle, à toute dimension, même au niveau des promoteurs immobiliers, vous allez découvrir, une multitude de solutions, des territoires également très engagés. Je vous invite à aller découvrir surtout les matériaux. Comme disait Stanislas tout à l'heure, on en revient aussi beaucoup à d'anciennes méthodes et d'anciens matériaux. Voilà, et puis pour la formation, je voulais aussi rajouter ce point. La formation est importante. On ouvre les portes à la formation vendredi après-midi. Voilà, aux grandes écoles, on a une trentaine d'écoles partenaires. On met en avant aussi ce savoir-faire qui est celui du compagnonnage. On fêtera les 60 ans des compagnons du Mine-Orange demain matin. Voilà, eux-mêmes qui essaient d'attirer aujourd'hui vers ces métiers nobles. Voilà, vous allez découvrir plein de choses, mais je vous invite surtout à monter sur les salles de conférence parce qu'on a des sujets très pointus, très intéressants et vous allez apprendre beaucoup de choses. Et qui vont peut-être nourrir de futures émissions de Smart Impact. Merci beaucoup à tous les deux. Avant ça, avant d'aller me balader dans les allées du salon, j'ai d'autres invités à recevoir dans cette émission spéciale. On découvre tout de suite des solutions concrètes, des projets immobiliers qui ont justement cette ambition bas carbone avec mes invités. Stéphane Pesic, bonjour, bienvenue. Bienvenue, vous êtes le cofondateur d'Ocesam. Julien Pemzec, bonjour. Bienvenue bonjour. À vous aussi, vous êtes le directeur général de Woodeum. Je commence avec vous. Comme son nom l'indique, votre métier c'est le bois, c'est ça? Que des projets avec du bois? Alors c'est le bois, mais c'est surtout l'approche bas carbone. D'accord. Et le bois comme moyen, effectivement. Tout simplement parce que le bois qui est un matériau naturel arrive à stocker le carbone plutôt que d'en émettre et donc on a trouvé que c'était un des leviers les plus puissants pour accélérer la décarbonation de nos réalisations. Ouais. L'entreprise existe depuis quand et à quel point elle est, on va dire, boostée par les nouvelles réglementations? Alors, l'entreprise elle a 10 ans. Il y a 10 ans vraiment c'était le Far West sur le bas carbone, on ne savait même pas le mesurer. Donc on a d'abord appris à mesurer l'empreinte carbone. On a fait le constat terrible que l'immobilier était coupable d'un tiers des émissions de carbone et on s'est dit là il faut agir et il y a un levier effectivement d'innovation important. On s'est attardé sur le bois et puis après on a réfléchi aux énergies et puis après les énergies on a réfléchi aussi à tous les matériaux qui constituent l'ensemble du bâtiment, les parquets, les portes, les peintures, tout ça dans l'objectif de réduire l'empreinte carbone. Et la réglementation vous a rattrapé après, c'est ça? La réglementation s'est alignée avec nos ambitions et ça c'est parfait pour nous parce qu'effectivement, en 2020, la RO 2020 impose à tous les constructeurs la mesure de 3 critères, l'isolation thermique, le confort d'été et la baisse de l'empreinte carbone. Et ça tombe bien parce que tous les bâtiments qu'on était en train d'inventer étaient alignés avec ça. Stéphane Pesic, vous êtes le cofondateur d'Ocesam, vous l'avez créé il y a bientôt 3 ans. Absolument. C'est ça. C'est quoi? Avec quelle idée? C'est quoi Ocesam? Alors Ocesam, c'est une petite société, à comparer avec Woodeum, on est une toute petite structure, mais qui est née il y a 3 ans maintenant, c'est ce que vous rappeliez, avec l'idée de s'impliquer sur des opérations à taille humaine et des opérations sur lesquelles on donnait du sens. Je venais d'un grand groupe où il y avait déjà du sens qui était donné, mais on avait l'intention de s'inscrire dans une logique de restructuration d'actifs
de laisser tomber les opérations neuves et de venir mettre une patte écologique sur nos programmes. Donc avec des programmes d'investissement, c'est ça, dans des programmes de restructuration d'immeubles essentiellement aujourd'hui? Absolument. Nous sommes un investisseur, un asset manager qui représentons les intérêts de Multifamily Office. Et à ce titre, les Multifamily Office, les familles qui investissent derrière nous sont très préoccupées par cette question. De plus en plus aujourd'hui, elles ont pris la mesure de la transition énergétique, des efforts qui doivent être faits. Et en qualité d'investisseur, c'est important, je dirais, de cocher les cases à la fois sur les enjeux climatiques, mais aussi de cocher les cases sur les enjeux stratégiques, les enjeux économiques. Alors il y a un bon exemple que vous mettez en avant d'ailleurs à l'occasion de ce deuxième SIPCA. On est à Paris, on est dans le 11e arrondissement. Alors on va parler d'un bâtiment qui a une histoire, c'est l'ancienne manufacture des pianos Gaveau, c'est ça? Vous êtes en train d'en faire quoi? Alors écoutez, c'est vrai que ça c'est un sujet qui nous a plu, puisqu'on est là sur un bâtiment historique, fin du 19e siècle, un immeuble sur lequel sortaient quasiment 1500 pianos tous les ans, donc avec un fort cachet industriel. Et l'idée c'était d'en faire de cet immeuble un immeuble moderne qui répondait aux usages de bureau, puisque on est un immeuble de bureau, on le maintient en bureau. Il y avait cette envie d'offrir des services, des plateaux, un mode de fonctionnement qui s'adaptait aux usages des salariés d'aujourd'hui, même si le télétravail, parce que le télétravail, j'ai envie de dire plutôt, ça fait partie de la réflexion. Fait partie de cette condition qui nous a amené à modifier le bâtiment pour en faire un immeuble moderne. Et on va rentrer dans le détail avec vous dans un instant. Julien Pemzec, l'une de vos réalisations emblématiques, c'est une tour en structure bois à Lyon. Je crois. Est-ce que vous pouvez nous la décrire déjà? Parce que quand on dit une tour, elle monte jusqu'où? Elle fait 56 mètres de haut. Ça commence à être donc assez impressionnant. Effectivement une vraie prouesse. C'est la deuxième tour à l'actif de Woodéum. La première a été réalisée à Bordeaux, elle s'appelait Hyperion avec Jean-Paul Viguier. Et effectivement là à Lyon, dans un grand ensemble bas carbone constitué de bureaux, de logements, de commerces et d'activités, on fait cet ouvrage. Donc c'est un immeuble de 16 étages. Dans lequel du coup il y a une cinquantaine de logements et puis du commerce et du bureau en pied d'immeuble. Il y a une vue incroyable, j'y étais encore il y a quelques jours, quand on est dans les étages supérieurs, il y a une vue panoramique sur Lyon époustouflante. Quand vous comparez, puisque vous l'avez dit, on commence par un bilan carbone, et vous avez toujours cette obsession en tête d'une certaine façon. Si vous comparez ce bâtiment avec une tour, on va dire, classique, c'est quoi le différentiel? En fait c'est simple, on a divisé par 2 l'empreinte carbone grâce à l'usage du bois. Donc cette tour, elle est constituée de béton de très bas carbone dans les sous-sols, la cage d'escalier et la cage d'ascenseur qui constituent en quelque sorte une espèce de premier squelette, une colonne vertébrale. Et ensuite, tous les planchers, les murs porteurs de façade sont constitués en bois. Et ensuite, on l'isole et on la recouvre avec un parement qui va la protéger. D'accord. Quand on dit, tiens, petite question, parce qu'on fait comme si tout le monde le savait, mais un béton bas carbone, c'est quoi? Alors, il y a en ce moment beaucoup de progrès sur le béton. Le béton, il a aujourd'hui un défaut, c'est d'être assez émetteur. Il émet à peu près 350 kg de CO2 par mètre cube, à comparer avec le bois qui lui stocke 600 kg de CO2 par mètre cube. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois que vous évitez de couler un mètre cube de béton et que vous le remplacez par le bois, vous évitez d'émettre 1 tonne de CO2. Les bétons bas carbone, en fait, ils travaillent à réduire cette empreinte carbone et ils vont tendre vers 100, 150 kg de CO2 à comparer aux 350. Donc c'est bien parce qu'on a besoin en fait que tous les matériaux fassent cette économie carbone. Stéphane Pezic, comme investisseur immobilier, on l'a compris, vous faites des choix environnementaux pour les clients que vous représentez. Par exemple, et on reste dans ce bâtiment dans le 11e à Paris, la géothermie. Alors moi, quand j'ai préparé l'émission, je me suis dit, ok, mais alors à Paris, ça doit être compliqué parce que c'est déjà un gruyère, le sol parisien. Donc comment on creuse, comment on fait de la géothermie? Absolument, c'est un véritable enjeu et c'est tout l'intérêt de pouvoir inscrire la géothermie au programme de son projet le plus tôt possible, parce que ça nécessite de faire appel à des experts, ça nécessite un forage, puisque pour tous ceux qui ne le savent pas, mais la géothermie, ça consiste à venir chercher les calories qui sont produites par la Terre, où on a une température de la Terre qui est autour de 14-15 degrés. On vient récupérer cette chaleur naturelle. Ensuite, on vient l'extraire, la faire passer dans une pompe à chaleur pour la redistribuer ensuite dans l'ensemble du bâtiment. Et on la rejette ensuite quand on est soit en circuit fermé ou en circuit ouvert. Et on la rejette ou dans la nappe
ou alors on la garde dans le bâtiment. Ouais. Donc là, il y avait un défi technique d'une certaine façon, technologique. Il y avait un défi technique, puisque Ouais. vous le rappeliez, on est sur Paris, donc il y a évidemment le métro, il y a évidemment toutes les formes de canalisation, Ouais. il y a les égouts, donc je dirais que c'est aussi un peu de chance qu'on a eu de pouvoir faire ce forage à quasiment 60 mètres de profondeur. À cet emplacement-là. C'est forcément plus cher quand C'est on plus fait cher. ce choix. C'est un choix, Ouais. c'est le choix C'est de... beaucoup plus cher. C'est 3 fois et demi plus cher, en effet. Ouais. Mais c'est le choix à payer. C'est le choix pour vraiment inscrire le bâtiment dans une démarche vertueuse. Mais l'avantage de ça, c'est que ça génère aussi des économies. J'anticipe peut-être votre question, mais ça, Oui, mais j'allais y venir, mais ça évidemment génère on le des fait. économies. Ça Ouais. génère des économies. Alors évidemment, rentrons pour dans le détail. l'utilisateur. Quelles économies pour ceux qui vont finalement utiliser cet immeuble de bureau quand il sera Alors, fini. comme la géothermie n'est pas encore démocratisée, il y a encore très peu de recours à la géothermie aujourd'hui dans les bâtiments, notamment dans les bâtiments tertiaires, on estime qu'on peut faire entre 2 et 4 fois d'économie sur la facture de l'énergie et les charges des utilisateurs futurs. Je passe tous les jours, Julien Pemzec, en rentrant de mes émissions devant l'un de vos chantiers qui est près du périphérique à Paris. Je crois que c'est Porte-Brancion, c'est ça? Exactement. Alors ça a bien poussé pendant l'été. Là, Ah oui, exactement. j'ai été surpris en rentrant de vacances. C'est quoi? C'est un immeuble de bureau là Comme aussi? un champignon, non. Alors ça va être un foyer pour jeunes travailleurs. Ok. Cette histoire, j'adore ce projet parce que là, il y a eu une quête écologique par l'usage du bois. C'est un bâtiment qui va déjà atteindre les critères 2028 de la RE 2020, donc avec plus de 5 ans d'avance. Ouais. Et en plus, le bois a été utilisé avec son atout de légèreté. Le bois est 5 fois plus léger que le béton. Et grâce à cette légèreté, on a pu faire un bâtiment de 8 niveaux plutôt qu'un bâtiment de 3 à 4 niveaux. Et donc on a trouvé de ce fait un équilibre économique pour la ville de Paris qui était vendeuse de l'opération. Et on a pu réaliser cette opération. Effectivement, le gros œuvre a démarré au mois de juin, il est terminé aujourd'hui. Donc on a monté 8 étages en à peine 3 mois, inclus le mois d'août où les ouvriers ont quand même pris des vacances. Donc c'est assez époustouflant comme opération. Stéphane Pezic, il y a d'autres projets comme ça emblématiques sur lesquels vous travaillez déjà ou c'est la grille de lecture, c'est de partir dans le bas carbone? Absolument, c'est notre volonté, c'est véritablement la stratégie sur laquelle on a décidé de s'inscrire et l'ensemble des projets à chaque fois que ce sera possible, parce qu'on le rappelait tout à l'heure, c'est pas une garantie que de pouvoir y avoir recours, mais de plus en plus on peut inscrire nos projets dans cette logique. Avec des solutions techniques qui ne seront pas toujours les mêmes, j'imagine. Qui sont effectivement pas forcément les mêmes. On parlait tout à l'heure de géothermie, mais sur notre projet de replay dans le 11e, on fait aussi appel au béton très bas carbone, qui nous a permis de faire quasiment 40% d'économie en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'être venus nous présenter ces projets et ces solutions concrètes. On continue, on va parler d'immobilier d'entreprise tout de suite. Bonjour Charlotte Dugoulet, bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Vous êtes directrice conseil en développement chez JLL, société de conseil en immobilier d'entreprise. Je commence par une question très générale. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous immobilier durable? Vaste sujet Oui. dont on parle beaucoup ces derniers temps. Je pense que pour moi et pour tous les collaborateurs de l'équipe, l'immobilier durable, c'est tout simplement l'immobilier non pas de demain, mais l'immobilier d'aujourd'hui. Ouais. On n'a plus d'autre choix que de rendre notre immobilier durable pour la simple et bonne raison qu'on travaille dans un secteur les plus carbonés. Oui, Évidemment, donc on est le une grosse secteur partie du problème, donc on est une belle partie de la solution. Exactement, on peut retourner l'histoire. Exactement. Ouais. Donc aujourd'hui, on a à la fois on a une grande responsabilité en tant que professionnel de l'immobilier de pouvoir s'adapter, de pouvoir lutter contre le réchauffement climatique et proposer des solutions. Et donc intégrer dans chacun de nos projets des principes qui nous permettent de rendre cette construction beaucoup plus durable, en tout cas beaucoup plus vertueuse. Ouais, alors on va justement détailler certains de ces principes. Je commence par la rénovation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par principe, vous privilégiez le fait de rénover un bâtiment plutôt que de détruire et le reconstruire, quoi. Absolument. Aujourd'hui, on sait que déjà, on vit dans un pays où il y a un environnement bâti assez dense. Paris est une ville extrêmement dense, je pense qu'on l'a suffisamment dit, ou en tout cas la région francilienne. Ce qui veut dire que l'on doit d'abord travailler sur l'existant. On sait que 80% du bâti d'aujourd'hui sera encore là en 2050, ce qui veut dire que nous devons agir sur le stock existant avant même de penser aux nouvelles constructions.
La Et loi vous y oblige aussi, le Absolument. zéro artificialisation nette Tout à fait. pour 2050. Tout à fait. Voilà, c'est un aiguillon d'une certaine façon. Tout à fait. Donc le premier réflexe que l'on a quand on regarde un bâtiment aujourd'hui, c'est de se dire comment on peut retravailler l'existant. Faire avec le déjà là, avec les qualités et parfois les défauts aussi intrinsèques du bâtiment. Donc je ne vais pas dire qu'on ne démolit plus du tout, puisque parfois ça se justifie pour des raisons techniques, réglementaires. Mais on va essayer de retravailler au maximum cet existant pour en faire de manière assez vertueuse. On va retravailler sur les matériaux, sur la qualité des façades, sur l'usage aussi, pour le rendre plus vertueux. Un point important peut-être sur démolir plutôt que reconstruire, c'est tout simplement le poids carbone, tout bêtement entre guillemets, mais aujourd'hui c'est sans commune mesure. On a 50%, les équivalents kilos carbone dépensés entre une rénovation et une construction neuve sont du simple au double. Donc nous avons, quoi qu'il en soit, cette responsabilité. Mais alors j'ai posé une question qui fâche, est-ce que c'est forcément moins cher de rénover? Ou alors au contraire? Non. Au contraire, mais voilà, au contraire, c'est plus facile de détruire quoi, et de reconstruire. Alors plus facile, en tout cas, il y a moins d'aléas. C'est sûr qu'on a la chance, chez JLL, on travaille, je dirais 90 voire 95% de notre activité, c'est de la rénovation. Et on a le petit plaisir d'avoir de belles ou moins belles surprises quand on travaille sur un projet de rénovation. Néanmoins, et c'est vrai qu'aujourd'hui, démolir et reconstruire, l'équation économique peut être plus pertinente. Cela étant, on a déjà on a un ensemble de bâtis qui sont assez patrimoniaux, donc ont des qualités architecturales où la question de la démolition ne se pose même pas. Et puis pour ceux qui ont peut-être moins de qualité, on doit s'interroger là c'est sur la manière de réutiliser l'existant. Si on le fait intelligemment, il y a quand même des moyens que ça ne coûte pas trop cher. Oui, alors il y a un levier auquel on pense moins ou dont on parle moins, c'est l'intensité d'usage. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que ça veut dire? Oui, alors c'est un des principes que l'on défend et auquel on croit beaucoup. On croit, aujourd'hui, on sait que, notamment dans l'immobilier tertiaire, à peu près le bâtiment est en moyenne utilisé 60% du temps. Ça doit nous faire réfléchir avant de construire tout mètre carré complémentaire, puisque si en permanence on a 40% de notre stock immobilier qui est vide, voire peut-être plus, ça veut dire qu'on a un levier pour ne pas artificialiser davantage. Donc il faut travailler sur l'intensité, je dirais la meilleure utilisation possible des mètres carrés. Ça se travaille quand on conçoit la rénovation? Il faut anticiper à ce moment-là? Oui, alors il y a deux éléments. Il y a effectivement l'acte de construire ou de rénover qui est important, puisqu'on va penser sur des sujets techniques, le capacitaire, la ventilation, les évacuations, les capacités portantes. Il y a tout un tas de sujets qui doivent nous permettre d'accueillir plus de monde ou plus d'usage, avec effectivement des choses qui s'anticipent. Et puis ensuite, c'est l'usage tout simplement. Qui on accueille dans le bâtiment, comment on l'exploite, comment on le fait vivre. Et aujourd'hui, on voit que chez nos clients, il y en a certains qui sont dorénavant très ouverts à accueillir des tiers, à ouvrir par exemple le week-end ou le soir ou sur des horaires en décalé. C'est pas toujours le cas, mais en tout cas, on pousse pour que ça puisse l'être. Un dernier mot, il nous reste vraiment moins d'une minute sur le réemploi, parce que là aussi, c'est quand même une espèce de révolution culturelle dans le secteur du bâtiment. Oui, alors vous avez raison, c'est vrai qu'on voit une accélération du réemploi, je dirais tous les réemploi, réutilisation, recyclage, qui correspondent chacun à des logiques de projets et industrielles différentes. Aujourd'hui, dans tous nos projets, nous mettons en place une stratégie de réemploi, qu'elle soit in situ, c'est-à-dire qu'on reprend les matériaux qui sont sur le bâtiment pour le futur bâtiment, ou qu'elle soit ex situ, c'est-à-dire qu'on utilise peut-être on enlève et on utilise pour mettre dans un autre bâtiment. On y croit beaucoup et là aussi c'est un impact positif. Merci beaucoup Charlotte de Goulet. Profitez bien de ce CIPCA, le rendez-vous de celles et ceux qui rendent nos villes plus durables. Un salon dont Bismart est partenaire. C'était passionnant de réaliser ce Smart Impact ici au Grand Palais éphémère. À très vite.